Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolot. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Hervé Terral, Figuresse de l'Occitanie. 19e-20e siècle, 2013. Étienne Autan, Construire une société conviviale, 2013. Bertrand Piraudeau, Le recrutement dans le football français. Histoire, logique et enjeux géographiques, 2013. Jean-Marie Bouguen, La naissance de la politique pétrolière en France, 2013. Herbert Geschiwind, Le rôle des soins palliatifs, nouvelle édition 2013. Sébastien de Diesbach, La révolution impossible. Mes années avec socialisme ou barbarie, 2013. Jacob Etienne, Protection rapprochée et sécurité entreprise. Les nouvelles normes à l'international, 2013. Jacques Arnolstephan, Entreprendre dans un monde en mutation, 2013. Françoiset, Christian Milelli, Yunnan-Shi, avec la collaboration de Joël Le Goff, Faut-il encore investir en Chine? Opportunités, risques et logiques économiques, 2013. Andrea Zamfira, Une sociologie électorale des communautés pluriethniques, 2012. Éric Lafont et Vincent Belay, Emploi, ne pas renoncer, 2012. Geneviève Guilpin, Les célibataires des femmes singulières. Le célibat féminin en France, 17e-21e siècle, 2012. François Di Salvo, La Grèce à l'heure du décrochage européen, 2012. Dédicace. Au regretté Pierre-Yves Chéreul, qui fut l'un des premiers à inclure le harcèlement moral au travail dans la réflexion sur l'éducation nationale. Citation. Exactement comme dans n'importe quel pays totalitaire. Maurice Témachineau, L'école de la lâcheté. Préface. Les enseignants se cachent pour mourir. Encore un professeur qui publie à propos de l'école, vous entends-je déjà soupirer. Encore des protestations déclinistes, des cris, des gémissements. Encore de la plainte stérile, de la nostalgie et du ressassement. Cachez cette douleur que je ne saurais voir, et cessez donc de rabâcher sans cesse la vieille antienne du système qui dysfonctionne et de l'instruction publique qui coule pavillon haut. Circulez donc, il n'y a rien à voir. Oui. Encore un professeur qui parle, témoigne, analyse et propose sans doute parce que malgré le nombre croissant de ces enseignants qui s'avancent leurs petits livres à la main, tel Rousseau devant le souverain juge, il y a des aspects de la question scolaire qui n'ont pas encore été traités à la mesure de leur gravité et pour tout dire de leur horreur, et le harcèlement moral est de cela. À force d'entendre parler, et pas toujours avec pertinence, je pense ici à M. Peter Gumbel, entre autres grands penseurs, de la souffrance des élèves, à force de lire, accablés, dans n'importe quel journal, le récit de faits divers navrants où des enfants prennent en bouc émissaire des camarades plus faibles qu'eux ou simplement différents. On a juste oublié la souffrance des enseignants, cette souffrance au travail, silencieuse machine à broyer qui conduit certains de nos collègues à mettre fin à leur jour si elle apostrophe. On en croit cet effrayant pourcentage de 34 pour 100 000. C'est le taux de suicide chez les enseignants, soit plus que dans la police, et plus que chez France Télécom. Mais on n'en parle pas, sauf lorsque comme l'infortunée Lise Bonafou, le professeur a le mauvais goût de s'immoler en public. Certes, voici quelques années, Maurice Témachineau avait déjà levé le tabou dans son pamphlet sur l'école de la lâcheté. Mais je dois le reconnaître, avant d'avoir lu cet ouvrage de Daniel Arnaud, je n'imaginais pas que la question du harcèlement moral dans l'éducation nationale ait pu atteindre de telles proportions sans que rien ou presque ait été fait pour y remédier efficacement. Syndiquée depuis 1976, élue du personnel depuis des lustres, présidente de Reconstruire l'école, je me pensais relativement informée sur ces questions. Il m'est naturellement arrivé dans ma carrière de professeur et de syndicaliste, de prendre la défense de collègues fragiles, victimes de rumeurs, pris en tenaille entre l'agressivité des élèves, l'irritation des familles et l'absence de soutien de la hiérarchie. Mais,
Je dois l'avouer à ma grande honte, je n'aurais jamais envisagé que ce phénomène du harcèlement moral ait pu à ce point se généraliser jusqu'à en être devenu une sorte de maladie nosocomiale du système éducatif français. Selon moi, il s'agissait le plus souvent de difficultés individuelles, parfois liées à des problèmes de santé, et de situations particulières exacerbées par des conflits de personnes. Du relationnel en somme, des enseignants trop sensibles victimes d'élèves odieux, de parents complaisants et de chefs d'établissement tyranniques. L'immense mérite de Daniel Arnaud est de montrer que c'est en fait l'institution même qui produit le harcèlement moral. S'il n'exclut pas l'existence dans la hiérarchie de pervers narcissiques, de sadiques et de manipulateurs, ce livre montre surtout, et c'est là sa richesse, que, plus que les gens, tels ou tels, c'est la structure qui est fondamentalement perverse et qui génère de la perversité par son fonctionnement contradictoire même. Dans cette configuration du harcèlement moral à l'école, il n'y a donc pas des bons et des méchants, car comme le disait Jean Renoir, le plus terrible dans ce monde c'est que chacun a ses raisons. Et c'est ainsi que le système, parce qu'il fonctionne selon une sorte de double contrainte, rend fou ceux qu'il veut plus ou moins perdre, selon une logique infernale qui échappe largement aux victimes comme à leurs bourreaux. Daniel Arnaud est un républicain, nourri de la pensée des Lumières et de la conviction selon laquelle le droit doit s'appliquer de manière égale sur tous les territoires de la République, y compris pour les enseignants victimes des abus de leur hiérarchie. Il est aussi républicain, au sens où il considère que le rôle fondamental de l'école est de transmettre des savoirs, ce qui, selon lui, met en place une sorte de conflit éthique au sein même de l'institution. Le professeur est pris dans un système où il doit en quelque sorte servir deux maîtres, le pouvoir et le savoir, soit d'une part un système hiérarchisé post-napoléonien, où tout se règle à grands coups d'injonction, d'autre part la transmission de connaissances susceptibles de développer l'esprit critique et la contestation de la hiérarchie. En clair, l'intérêt du pouvoir est de ne plus transmettre de savoir susceptible de le rendre illégitime, et de faire en sorte que les enseignants renoncent à ce qui devrait être la raison d'être même de leur métier, enseigner. C'est sans doute ce que la novlangue ministérielle appelle agir en fonctionnaire et de façon éthique et responsable, comprendre, obéir et sans faire de vagues. Daniel Arnaud dresse ainsi le tableau saisissant. Je n'ose employer ubuesque ou kafkaïen, tant ces adjectifs ont été galvaudés, d'une structure totalitaire où tous, enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, sont également aliénés par un système qui les dépasse et dont aucun ne sort intact. Il ne s'agit donc pas de crier tout pourri, mais plutôt tout malade. Et ce n'est pas un hasard si les tranquillisants s'y croquent souvent comme des bonbons. En somme, le harcèlement vient le plus souvent de personnes qui ne sont pas fondamentalement perverses, mais dont le comportement est lié à leur situation de travail, à leur besoin de faire illusion pour se maintenir à leur poste, à des luttes de pouvoir, y compris parfois pour des hochets et des avantages purement symboliques. Bref, chacun a ses raisons, oui, mais ne périssent au sens figuré mais parfois hélas au sens propre que les plus faibles, comprendre les plus naïfs, les plus sincères et les moins aptes à se défendre. Les quelques cas dont Daniel Arnaud se fait ici l'écho, frappent par leur exemplarité. Le schéma est toujours à peu près le même, celui de professeurs consciencieux, scrupuleux, attentifs à la réussite de leurs élèves, et auxquels on va reprocher de reproduire par excès d'exigence les inégalités sociales que l'école est censée corriger. La culpabilisation de la victime n'est pourtant que la première étape d'un processus infernal qui conduit à en faire un authentique fauteur de troubles dont les agissements compromettent la bonne marche de l'institution. On entre donc dans une spirale de bouc émissaire, quasiment au sens girardien. Rappelons entre parenthèses que pour René Girard, le bouc doit être sacrifié pour que le système retrouve son équilibre, et que l'un des critères de choix du bon bouc est précisément qu'il doit être innocent. Daniel Arnaud nous explique aussi comment, dans une institution où les fonctionnaires, jouissant de la sécurité de l'emploi, sont difficilement licenciables, le harcèlement moral est devenu de facto une technique de gestion des ressources humaines, permettant de pousser vers la sortie tout professeur jugé inapte, parce qu'inadapté à sa fonction. Les quelques extraits qu'il donne du livret Marois, de 2002, Aide au personnel en difficulté, où des comportements aussi subjectifs que difficulté d'adaptation, isolement excessif, refus d'obéissance sont présentés comme rédhibitoires font froid dans le dos, tant le caractère flou de ces critères semble ouvrir la porte à l'arbitraire. Et voilà comment, au nom de l'atteinte à l'image du service public,
le récalcitrant est en quelque sorte psychiatrisé. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et même si cela peut a priori choquer, Daniel Arnaud fait référence à des systèmes totalitaires comme la Corée du Nord pour qualifier ce qu'il appelle la basse police d'un État policier, avec ses procédures de flicage, de délation et de chasse aux sorcières qui visent à discréditer ceux qu'il nomme, en filant la métaphore soviétique, des dissidents. Comme l'URSS au temps de Staline, l'éducation nationale se présente comme un modèle idéal et comme l'URSS ne peut justifier son existence qu'en produisant des simulacres. C'est ainsi que les violences deviennent des incivilités, la ségrégation sociale, orientation, et la baisse du niveau 80% au baccalauréat. Fonctionnant sur le mode du mensonge permanent, l'institution ne peut survivre qu'en disqualifiant les voix discordantes. Moyenne trop basse, refus de trafiquer la notation, de brader l'examen ? Vous voici aussitôt accusé de porter atteinte à une école où, finalement, tout ne va pas si mal. Et c'est ainsi que la victime devient coupable, tandis que le bourreau, lui, se pose en victime et se persuade de son bon droit. Convocation par les services académiques, humiliation, procédures opaques, pratiques contredisant le principe du contradictoire, culture du secret au nom du sacro-saint devoir de réserve. Le livre énumère, à la stupéfaction du lecteur, toute une série de dérives mafieuses indignes de notre République. Et l'on découvre, abasourdi, qu'en fait le système ne prévoit aucun garde-fou contre sa propre perversité. Ce qui est également effrayant dans ce tableau, si l'on en croit Daniel Arnaud, c'est la manière dont la structure emploie y compris ceux qui devraient au premier chef défendre les victimes du harcèlement, à savoir les délégués syndicaux, qui en viennent eux aussi à penser selon les normes officielles et parce qu'ils entretiennent ainsi quelque part le déni, à perpétuer un système qu'ils dénoncent par ailleurs, dans une sorte de schizophrénie difficile à analyser. Pourquoi se contenter d'une rhétorique des apostrophes ? Accompagnement en faisant passer pour des affaires personnelles des contentieux liés au Code du travail ? Si les cas de harcèlement sont des cas particuliers, ce ne sont pas pour autant des affaires privées, insiste Daniel Arnaud, et devant ces dérives globales, ce sont des réponses globales qu'il faut apporter. Cela dit, et c'est aussi une des forces de ce passionnant petit livre, la solution n'est pas dans un retour nostalgique à un temps idéal qui n'a sans doute jamais existé. Aucun passéisme, aucun relent réactionnaire dans le discours de Daniel Arnaud. Par exemple, s'il attaque véhémentement la pédagogie de l'élève au centre, la loi Jospin de 1989, le développement des communautarismes à l'école et le règne de l'opinion, Daniel Arnaud, parce qu'il est républicain, entend maintenir le collège unique. Même s'il a échoué dans l'état actuel des choses, il est hors de question de revenir à l'école de L'. Ancien régime qui marginaliserait définitivement les enfants des classes populaires, relégués au rang d'élèves de seconde zone. En fait, ce que propose ici Daniel Arnaud, c'est ni plus ni moins qu'une réforme de la fonction publique, d'abord à l'école, où il faut rompre avec le pédagogisme en restaurant l'autorité des professeurs et la transmission des savoirs, mais aussi, plus globalement, réduire le poids de la hiérarchie en renforçant les contre-pouvoirs au sein même des services publics. On doit, martèle-t-il, y rétablir le droit, et assouplir le devoir de réserve, impératif d'un autre âge et qui ne peut se maintenir tel quel. Notre école ne doit plus être la grande muette. En attendant cet heureux jour couleur d'orange et de palme au front, le présent ouvrage nous offre dans sa dernière partie, toutes sortes de suggestions et de stratégies, individuelles et ou collectives, pour contraindre ce qu'il n'hésite pas à nommer une administration voyou. Outre des conseils bien pratiques, comme une lettre type de soutien syndical, Daniel Arnaud appelle lesdits syndicats, avec qui il s'est pourtant montré extrêmement sévère à maintes reprises, à sortir des logiques de compromis, les incitant à retrouver une véritable tradition de lutte, ce qui signifie d'abord abandonner les réflexes de minimisation qui ont fait tant de mal. Il faut recréer des solidarités, conclut-il, sans jamais oublier que dans la fonction publique, parce que le fonctionnaire titulaire bénéficie de la sécurité de l'emploi, c'est le harcèlement moral qui permet à l'État employeur de contourner le droit et les statuts. Voilà pourquoi ce livre représente une contribution importante à la réflexion, non seulement sur les conditions de travail des professeurs, leurs risques professionnels, le fonctionnement des services, le respect de l'administration pour ses agents et la légitimité de la hiérarchie, mais encore, plus largement, sur la place du droit des personnels à l'intérieur du système éducatif français. Car c'est aussi pour ces raisons qu'il faut prendre au sérieux les maltraitances.
si l'éducation nationale se comporte comme un État dans l'État, c'est un État incompatible avec la République même, puisque ses règles de fonctionnement interne rompent avec le contrat social. Dans ce sens, la refondation de l'école, qui sous peine d'échouer avant même d'avoir été mise en place, ne doit pas se faire contre les enseignants, ne devrait pas se payer le luxe de contourner ce problème-là. C'est une question de courage politique certes, mais aussi sans doute une autre histoire. Françoise Guichard, présidente de Reconstruire l'école, http://www.r-l'école.fr/. Prologue. C'est l'histoire d'un employé modèle. Fabrice est comptable dans une petite entreprise du Sud-Ouest et gagne correctement sa vie. Il est estimé de son patron et de ses collègues. Toutefois, au bout de 10 ans, la lassitude l'envahit. Les 35 heures ? Il ne connaît pas. Toujours un dossier en retard à boucler. Même en vacances, il ne parvient pas à décrocher et reste branché à son ordinateur portable. Ses enfants aimeraient voir leur père plus souvent, mais ils l'attendent en vain pour jouer sur la plage. Un jour, sa femme lui donne un conseil. Et si tu essayais l'éducation nationale ? Statut de fonctionnaire, sécurité de l'emploi, pas de patron sur le dos, 18 heures par semaine et les vacances scolaires. Oui, les vacances. Fabrice, qui a fait des études de maths, a le niveau requis pour passer le concours. Il le réussit, allègrement. Adieu le privé et son rythme infernal, et bonjour la planque du service public. Mais rien ne se passe comme prévu. Agent de l'État, il peut être muté n'importe où en France. Pour lui, c'est un collège dans l'académie de Lille, bienvenue chez les ch'tis. Autre surprise, il découvre qu'un cours ça ne s'improvise pas. Il faut les préparer les 18 heures, pendant au moins autant d'heures. Prévoir ce qu'on va faire écrire aux élèves, quels exercices on va leur donner, et anticiper leurs éventuelles questions. Sans oublier les conseils de classe, les réunions avec les parents, ou les sempiternelles réunions pédagogiques. Et puis la paperasserie gagne sur le temps d'enseignement. Toujours un dossier en retard à boucler, que ce soit un bilan de compétences de la classe à compléter et à remettre à la direction, un rapport sur un élément en difficulté à l'attention du conseiller principal d'éducation, CPE, ou une simple demande d'autorisation de sortie scolaire. Un professeur fait au moins ses 45 heures. Quant aux vacances d'été, elles ne sont pas payées puisqu'il est rémunéré 10 mois, répartis sur 12. Restent les vacances intermédiaires, qui servent surtout à corriger les copies ramassées le dernier jour et à préparer les leçons pour la rentrée. Heureusement, Fabrice demeure un employé modèle. Alors il fait tout ce qu'on attend de lui. Consciencieusement. Pourtant ça ne suffit pas. Le collège est réputé difficile et en tant que dernière arrivée, ses chers collègues lui ont confié les pires classes, celles dont personne ne voulait. Il est dès lors confronté aux joies de la démocratisation, accueillir tous les élèves, y compris les petits caïds qui tyrannisent leurs petits camarades. Quand il ne les raquette pas à la sortie. En cours, obtenir le silence se révèle mission impossible. Il faut gérer les cancres qui bavardent, qui s'interpellent d'une rangée à l'autre, et qui de toute façon ne sortent jamais leurs affaires. Bien sûr, on pourrait exclure les perturbateurs afin de permettre aux bons de suivre normalement. Mais le professeur ne décide pas seul. Il dépend d'une administration qui couvre n'importe quelle incivilité, puisque l'école doit accueillir tous les élèves. Pas d'exclusion donc. Et tant qu'à faire, distribuer les bonnes notes aux plus indisciplinés, auxquels il faut redonner confiance dans leurs capacités. Fabrice comprend que les mauvais de la classe ne risquent pas grand-chose et qu'ils le savent. Ça les rend arrogants. Ils contestent la moindre décision de l'enseignant, voire exigent la remontée de leur moyenne qu'ils jugent trop basse. Si le maître se refuse à devenir leur esclave, il n'hésite pas à se plaindre aux autres membres de la communauté éducative. Le prof de maths n'est pas assez à notre écoute, et il note trop sec. Fabrice commence aussi à avoir mauvaise réputation auprès des parents. Il ne saisit pas que tel élève qui s'est ramassé au dernier contrôle est en fait un petit génie. Inadmissible. Les choses dégénèrent vraiment le matin où Sabrina, l'une de ces surdouées, affiche sa désinvolture. Elle arrive dans la salle en écoutant son lecteur MP3, et en consultant ses SMS sur son iPhone dernier cri, au lieu de sortir ses affaires. Le professeur lui fait remarquer qu'elle franchit un degré supplémentaire dans la provocation.
La pin-up de 15 ans, dont la trousse est remplie du rouge à lèvres et du mascara qu'elle emprunte à sa mère, saute sur l'occasion pour entamer un numéro délirant. Quoi ? Vous dites que je fais de la provocation, que je suis une provocante ? Dites tout de suite que je suis une salope. Et son petit groupe de copines de se liguer et d'en rajouter. Ça va pas, monsieur, pourquoi vous nous traitez de salope ? Tout dialogue raisonnable est impossible, et peu importe que Fabrice n'ait jamais insulté personne. Le lendemain, il retrouve Sabrina qui lui annonce, triomphante: « J'ai raconté à tout le monde dans le collège que vous m'avez traité de salope. Vous allez vous faire virer. » Pour le principal et son adjoint, auquel la rumeur est déjà remontée, quelle aubaine. De toute évidence, la version de l'élève est infaillible. Et voilà une bonne opportunité à saisir, afin de minimiser les incidents qui minent la vie de l'établissement. Les attribuer à un bouc émissaire, qui ne sait pas s'adapter aux élèves et qui les injurie, leur permet de présenter leur gestion comme irréprochable. Quant aux démentis de l'intéressé, ils ne les intéressent pas. Ils se sont d'ailleurs empressés de charger son dossier administratif en le décrivant dans un rapport comme inadapté et agressif. Le recteur de l'académie décide de le suspendre de ses fonctions, sans solde, et d'engager une procédure disciplinaire pour faute professionnelle. Pris dans un processus de harcèlement à son encontre, Fabrice songe à démissionner et peut-être à retrouver sa branche d'origine. Il n'en aura pas le temps. Les 800 kilomètres qu'il s'avale chaque mois en voiture pour une courte visite à sa famille lui seront fatales. Sur le dernier trajet, un conducteur stressé, humilié et épuisé s'endort au volant. Le camion qu'il finit par percuter en pleine face ne lui laisse aucune chance. Les pompiers mettront 4 bonnes heures avant de désincarcérer le corps déchiqueté. Rideau. Mort pour le service. Fictive ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que le cadre qui permet d'imaginer cette histoire, lui, est bien réel. Si les débats autour des violences scolaires, passionnés quelquefois, sont récurrents, ils se concentrent sur les rapports entre les élèves ou entre les élèves et les professeurs. Pourtant, il est temps de mettre en lumière un aspect méconnu de la maltraitance dont on peut être l'objet dans le système éducatif. Le harcèlement moral au travail, qui n'est pas moins fréquent dans les services publics, tant s'en faut, que dans d'autres secteurs d'activité. Il conduit d'ailleurs quelquefois ceux qui en sont l'objet aux dernières extrémités. 34 pour 100 000. C'est le taux de suicide chez les enseignants. C'est plus que dans la police. C'est plus que chez France Télécom. L'immolation par le feu de Lise Bonafou le 13 octobre 2011, dans la cour du lycée où elle enseignait les mathématiques, n'est ainsi que la tragique illustration de la situation d'une profession sinistrée. Oui, le harcèlement moral au travail frappe durement les professeurs. Tous les dysfonctionnements du système, bien sûr, ne sont pas assimilables à du harcèlement. Le contexte favorise en revanche des pathologies sociales habituellement associées au monde de l'entreprise. Dans le secteur privé, un employeur peut tout mettre en œuvre afin de pousser un employé au départ de manière à ne pas lui payer d'indemnité de licenciement. Il s'agit de lui rendre la vie impossible et de l'amener à craquer. Le procédé s'avère redoutablement efficace, surtout lorsqu'on parvient à persuader la cible elle-même d'être à l'origine du problème. Si je ne transmets pas à mon subordonné les informations nécessaires pour qu'il réalise une tâche, je peux ainsi créer les conditions qui l'empêcheront de bien travailler, et qui me permettront ensuite de lui reprocher son manque de performance. On conduit le salarié à douter de ses capacités, on le dévalorise, on le casse. Absurde, illogique, pervers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.